Il est déjà 17h07. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre, mes chers collègues, donc nous accueillons cet après-midi Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour examiner les conditions de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre le Covid, la Covid-19. En cette première réunion de notre commission de l'année 2021, je vous adresse tous mes voeux de santé et de prospérité et je salue les commissaires qui assistent à cette réunion à distance. La durée de ce temps d'échange est d'1 heure, c'est impératif, c'est court, et nous devrons quitter la salle rapidement à 18h puisqu'il y a nos collègues de la commission des lois qui ont une réunion dans cette même salle dans le respect des règles prescrites par la situation sanitaire. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat, qui sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Donc, afin que cette audition soit la plus interactive possible, nous avons décidé, en accord donc avec le cabinet du ministre, que ce soit vraiment question-réponse. Donc, il y a déjà une vingtaine de collègues qui sont inscrits pour une question. Donc, question très courte, question concise, courte, une seule question. Monsieur le ministre, vous répondez. Et ensuite, on fera ce jeu questions-réponses, ce qui permettra, je l'espère, au bout d'1 heure, d'arriver à avoir eu pas mal de questions déjà évoquées. Et pour compléter, si tel est le cas, puisqu'il y a eu beaucoup de questions posées, nous vous enverrons à ce moment-là un questionnaire de façon à pouvoir avoir des réponses écrites que nous transmettrons à l'ensemble des membres de la commission. Donc, le 17 décembre, nous avons accepté la stratégie vaccinale qui a été présentée au Sénat, avec elle la priorisation des bénéficiaires du vaccin en fonction de leur exposition au risque de développer une forme grave de la maladie. Mais comparé à certains de nos voisins, en particulier l'Allemagne, le déploiement de la campagne vaccinale a cependant souffert de lenteur, voire de faiblesse, qui ont déjà été identifiées lors de la première vague à propos des équipements de protection, faiblesse de la chaîne logistique. Alors, moi, j'ai une première question que je vais évacuer tout de suite et ensuite je passerai aux questions suivantes. Vous avez eu recours au cabinet McKinsey pour être conseillé, ce qui ne me pose pas par principe de problème de difficulté. Mais pouvez-vous nous indiquer quels ont été les conseils qui vous ont été donnés par ce cabinet, qui a été chargé de les mettre en œuvre au sein de l'État et dans quel calendrier? Et autrement dit, ces conseils sont-ils d'ores et déjà appliqués ou sont-ils en passe de l'être? Donc, monsieur le ministre, voici la première question. Et ensuite, nous aurons une vingtaine de questions. Madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les sénateurs, laissez-moi vous souhaiter d'abord mes meilleurs voeux à mon tour en ce début d'année. Je me réjouis d'être devant votre commission et j'aurai fort, évidemment, me ferai fort de répondre rapidement aux questions dans cette espèce d'échange direct que vous avez souhaité installer, ce qui me va très bien. Le cabinet McKinsey, mais avant lui d'autres cabinets d'ailleurs, c'est un système de carrousel qui est mis en place dans le cadre du soutien de l'action de l'État par des cabinets privés, c'est extrêmement classique et c'est le cas en France et partout ailleurs en Europe, nous appuie dans la conduite du projet en lien avec la task force, la force d'action, qui est en charge de mettre en place toute la stratégie logistique. Donc le cabinet nous aide dans la stratégie vaccinale pratique opérationnelle, dans les enjeux de logistique, mais également dans les travaux de comparaison de ce qu'on appelle le benchmark en affreux franglais, international, puisque c'est un cabinet qui a aussi vocation à conseiller bien d'autres ministère de la Santé dans l'application de la stratégie vaccinale. Donc je les remercie de leur aide. Nous avons tout intérêt à utiliser toutes les compétences dont nous disposons dans notre pays, qu'elles soient publiques ou privées. Et je vous remercie d'avoir dit que cela ne vous choquait pas vous-même. En tout cas, ça ne me choque absolument pas. Et c'est la tradition d'ailleurs dans notre État que de fonctionner ainsi. Oui, ça c'est le début. Mais ma question c'était surtout quels conseils vous ont été donnés et comment sont-ils actuellement appliqués? Écoutez, ce sont des conseils extrêmement variés, avec beaucoup de travail au contact par exemple, des 100 hôpitaux pivots. Il faut sans arrêt les appeler, les solliciter pour vérifier que les livraisons de vaccins, de seringues, d'aiguilles se déroulent dans les bonnes conditions. Il y a toute la chaîne logistique entre les plateformes logistiques du flux A, les plateformes du flux B, le Centre de santé publique France. Vraiment, c'est du travail du travail de fourmi, mais absolument indispensable, concis, pratico-pratique. Ils n'appuient absolument pas dans la stratégie scientifique vaccinale. Ils n'ont eu aucune décisions à prendre en matière de public prioritaire, par exemple. Toutes les grandes décisions de politique publique relèvent du ministère de la Santé
sur la base de recommandations d'autorités scientifiques indépendantes, vous le savez. On est vraiment dans le pur opérationnel. Bien. Alors, nous sommes à pas loin de 30 questions. Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tous mes voeux d'ailleurs vous accompagnent, vous le savez. Et ma question est relativement brève. Je ne vais pas revenir longuement sur la stratégie. Je borne simplement à citer l'OPEST. L'OPEST, qui l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, je le rappelle pour les nouveaux, qui est partagé entre députés et sénateurs, et qui est dominé plutôt par l'opposition, bien que présidé par M. Villani. Son vice-président est Gérard Longuet. Que dit cet office? C'est que la stratégie, surtout depuis qu'elle a été corrigée, avec notamment l'ouverture de la vaccination aux soignants, est une stratégie qui les satisfait, qui est satisfaisante. Gérard Longuet a même ajouté, êtes-vous sûr que ceux qui ne sont pas au gouvernement auraient été forcément plus malins que ceux qui y sont? Mais ma question, ce n'est pas d'en rajouter à ce sujet, mais plutôt de vous poser une question qui nous préoccupe tous. Maintenant que la stratégie est en place, il s'agit d'avoir un planning de vaccination. On connaît, on a tous vu effectivement, et vous avez évoqué effectivement plusieurs fois, les différents vaccins qui vont normalement approvisionner effectivement les hôpitaux et les centres de vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ouverture dès demain aux plus de 75 ans de la vaccination, ils sont plus de 9 millions en France de 75 ans, est-ce que vous êtes certain qu'il ne va pas y avoir un bug? On sent très nettement aujourd'hui que la population a envie d'être vaccinée, beaucoup plus qu'il n'y a simplement 8 jours. Est-ce que vous êtes en mesure de nous garantir que pour Pâques, tous les plus de 75 ans qui le souhaiteront pourront être vaccinés? Merci. Merci, monsieur le rapporteur général, d'avoir rappelé l'avis de l'OPEX, qui a fait un très gros travail et auquel nous avons participé humblement côté gouvernement en termes d'audition et d'apport de documents. Et l'avis de l'OPEX compte beaucoup pour moi. En tout cas, il est extrêmement précieux. Monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur général, nous ouvrons effectivement la vaccination à 5 millions de personnes, de Français âgés de 75 ans et plus. Ils sont 5 millions. Et nous nous donnons évidemment plusieurs semaines pour pouvoir les vacciner, puisque nous n'avons pas à date, et vous le savez, 5 millions de vaccins en coffre, ou en congélateur plutôt. Nous disposons d'1 million de vaccins, 500 000 sont livrés entre cet après-midi et demain supplémentaires, ce qui porte à 1,5 million, mais incluant les cibles prioritaires dans les EHPAD, mais également les soignants de 50 ans et plus. Et donc, le rythme des livraisons va s'accroître semaine après semaine, il est hebdomadaire, et donc nous prévoyons une vaccination qui prendra plusieurs semaines. De la même manière, ce n'est pas parce que nous ouvrons jeudi la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone, que tout le monde aura immédiatement un rendez-vous dans les prochains jours. Et je crois que c'est fondamental de le dire. Ouvrir l'accès à la vaccination pour les personnes de 75 ans et plus en ville, ça ne veut pas dire vacciner tout le monde d'un coup. Et donc, il y a des milliers de professionnels de santé qui sont mobilisés, des centaines de centres de vaccination qui sont opérationnels sur tout le territoire national. J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc ce n'est pas l'élément freinant et nous vaccinerons au maximum de nos capacités le maximum de personnes. Cela prendra effectivement du temps. J'espère que pour Pâques, oui, nous aurons terminé de vacciner, en tout cas d'avoir proposé la vaccination à ces 5 millions de personnes et même que nous aurons commencé à proposer la vaccination à d'autres Français, par tranche d'âge toujours, vous le savez. Cela dépendra également de la validation ou non, mais j'espère de la validation, par les autorités sanitaires européennes d'autres vaccins à venir dont nous pourrions disposer en quantité plus importante. Je ne vais en citer qu'un, qui est le vaccin AstraZeneca, par exemple, qui, s'il était validé d'ici à février, nous permettrait de renforcer nos stocks de 3 millions pour février, puis de 6 millions supplémentaires en mars, puis à nouveau de 4 millions pour avril, etc. etc. Donc nous avons potentiellement 77 millions de doses livrées avant la fin du mois de juin pour la France, 77 millions de doses, vous imaginez. Donc, la proposition vaccinale que cela représente pour 6 mois, ce sera une montée en puissance progressive qui ne doit rien à la logistique, je le dis ici, mais aux commandes qui ont été passées par la Commission européenne depuis plusieurs mois maintenant et qui nous seront livrées progressivement. Très bien. Corinne Imbert.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Merci d'être au Sénat cet après-midi. Alors, après les différentes pénuries rencontrées depuis bientôt un an, nous voyons bien votre souci, et vous venez de le dire, par rapport aux doses commandées, votre souci de gérer le flux de vaccins livrés sur le territoire national, afin justement de ne pas avoir à gérer une pénurie supplémentaire. Je voudrais évoquer 3 points avec vous. Une fois reconstitué, le vaccin de chez Pfizer-BioNTech présente un volume de 2,25 millilitres. Je ne vous ferai pas le petit exercice de calcul que vous connaissez. Le laboratoire disait qu'on pouvait utiliser 5 doses par flacon. Vous avez autorisé l'utilisation d'une 6e dose ce week-end, puisqu'en fait, le flacon contient 7 doses et demie. Et c'est une bonne chose, parce que 6 doses au lieu de 5, c'est 20% de patients potentiellement vaccinés en plus. Sachant que 7 doses prélevées au lieu de 5, ça ferait 40% de patients en plus, pourquoi ne pas autoriser la 7e dose prélevée pour vacciner plus de patients avec un même flacon reconstitué? Autre question. Le laboratoire affirme dans le document qu'il a publié début décembre, le 8 décembre, qu'il ne dispose d'aucune donnée sur l'interchangeabilité du vaccin de chez Pfizer avec d'autres vaccins contre la Covid-19. Avez-vous à ce jour une réponse à cette question de l'interchangeabilité? Et puis enfin, quelle place pensez-vous donner aux différents professionnels de santé de ville, médecins, infirmiers, biologistes, pharmaciens, dans cette campagne de vaccination qui va aller vers les personnes de plus de 75 ans, parce que je ne suis pas sûre que la réponse d'un centre de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans, tels qu'ils vont être mis en place dans les départements à partir de la semaine prochaine, soit l'unique réponse à apporter, parce qu'il y a des personnes de plus de 75 ans à domicile qui ne pourront pas se déplacer. Donc, comment vous envisagez d'associer les professionnels de ville dans cette campagne de vaccination dans une logique de proximité? Je vous remercie. Merci. Ça faisait 3 questions, ça. Mais... 3 réponses rapides, Madame la Présidente. Madame la sénatrice, que je sache, la 6e dose, effectivement, a été autorisée par l'Agence du médicament européenne, c'est tant mieux, mais même sans attendre l'autorisation, les professionnels de santé qui s'étaient rendus compte qu'il y avait la possibilité de prélever une 6e dose l'avaient faite, je vous rassure. Cette dose, Madame la sénatrice, ce serait vraiment absolument exceptionnel de tous les retours que nous avons des pratiques françaises, européennes et même mondiales. Certains ont fait état de certains flacons dans lesquels il y avait même une 7e dose. Ce n'est absolument pas la règle, hein. Je vous assure là-dessus. Hélas, d'ailleurs, parce que s'il y avait cette dose, ce serait formidable. On gagnerait effectivement, comme vous l'avez dit, 40%. L'interchangeabilité, non. La personne qui recevra un vaccin en première injection recevra le même vaccin lors de son rappel vaccinal, c'est important. Et puis, sur la prise en charge, ou plutôt l'organisation de la vaccination pour les personnes âgées isolées, eh bien, c'est au territoire qu'il revient de s'organiser. Alors là, je suis très girondin en la matière, et je me suis entretenu avec les associations d'élus, pas plus tard qu'en début d'après-midi. Il y avait l'ARF, l'ADF, l'AMF, France Urbaine, et j'ai constaté sur les territoires d'ailleurs que déjà de l'innovation avait été mise en place. Des binômes se sont constitués, médecins infirmiers, pour aller vacciner des personnes âgées. Des collectivités m'ont dit, Monsieur le ministre, est-ce qu'on a le droit de prévoir d'organiser le transport individuel ou collectif de personnes âgées isolées qu'on connaît, qu'on a identifiées dans notre fichier canicule, et on sait qu'elles ne pourront pas se déplacer dans des centres, pour les amener se faire vacciner? Évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est du bon sens, et le bon sens doit prévaloir. Donc nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, ce que je dis aux représentants des élus depuis plusieurs semaines, et je leur fais confiance, et je sais qu'ils sont extrêmement mobilisés aux côtés des professionnels. Même d'autres modalités, j'ai cité tout à l'heure l'exemple grenoblois, un exemple qui est magnifique, l'exemple grenoblois, c'est la plus belle ville du monde, comme chacun sait, Madame la sénatrice. Mais plus sérieusement, en lien avec le Conseil de l'Ordre des médecins, ils ont organisé une vaccination en soirée, avec des créneaux horaires après 18h et jusque très tard le soir, pour les libéraux qui travaillent toute la journée et qui ne pouvaient pas s'arrêter de travailler pour aller se faire vacciner. Donc, toutes les innovations seront bonnes. Il faut absolument soutenir les personnes âgées. Et enfin, la 4e question qui était cachée dans la 3e, à laquelle je réponds néanmoins, qui est, oui, nous voulons compter sur tous les professionnels de santé pour vacciner, qu'ils soient étudiants ou retraités. C'est déjà le cas aujourd'hui. Un décret autorise cela. Et demain, lorsque nous aurons des vaccins plus simples, qui ne se stockent pas dans des congélateurs à moins 70, qui ne sont pas à utiliser dans les 4 ou 5 jours et qui peuvent voyager plus de 12 heures sans casser les brins d'ARN. Lorsque nous aurons ces vaccins plus simples, j'espère vivement que nous pourrons nous appuyer sur le réseau des officines de ville, des médecins libéraux, des infirmiers, de tous les soignants qui peuvent vacciner. On sait faire dans notre pays, on a le savoir-faire. Pour la grippe, on vaccine 5 millions de Français en une semaine. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec un vaccin qui serait d'utilisation identique. Merci, Monsieur le ministre. Bernard Jomier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur la question du calendrier, parce qu'elle est essentielle. La stratégie vaccinale, on en a débattu le 17 décembre dans l'hémicycle,
Et d'ailleurs, vous avez recueilli un large soutien, je dois dire, de l'hémicycle à cette stratégie qui consiste à cibler d'abord les personnes vulnérables, celles qui risquent de saturer le système hospitalier et les réanimations, qui risquent de mourir du Covid, pour, en mettant à l'abri ces personnes, à la fois sauver des vies et permettre à notre société de reprendre ses activités. C'est 14 à 15 millions de personnes. Et comprenez qu'on ait un doute sur le calendrier de protection de ces personnes. Le premier calendrier qui a été indiqué au mois de novembre-décembre dans les documents de la HAS et autres visait la mise à l'abri, la vaccination de ces personnes au premier trimestre. Puis la campagne a démarré très lentement, et donc on s'est dit ça ne va pas être possible, ça ne va pas être le premier trimestre. Là, vous venez de nous dire qu'on aurait au premier semestre 77 millions de doses. Il en faut 25 à 30 simplement pour vacciner ces personnes vulnérables. Donc, ma première question, c'est sur le calendrier. Est-ce que ces 14 ou 15 millions de personnes vulnérables seront vaccinées, à votre avis, à la fin du premier trimestre ou plutôt pendant le second trimestre? C'est très important parce que ça dit à l'ensemble de nos compatriotes, en gros, le calendrier de fin ou de régression des mesures de restriction d'activité. Et ma deuxième question, si on a 77 millions de doses, on dépasse largement la vaccination des personnes vulnérables. Est-ce que dans une seconde étape, une fois qu'on aura mis à l'abri ces personnes par la vaccination, vous comptez promouvoir une stratégie non plus de vivre avec le virus, mais d'élimination du virus par la vaccination d'une fraction beaucoup plus importante de la population? Et si oui, à quelle échéance? Je vous remercie. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison. Nous visons à protéger et à vacciner le maximum de personnes dans le temps le plus court possible, parce que c'est un moyen de lutter avec efficacité contre cette pandémie, de protéger les populations et de retrouver le cours de notre vie. Nous faisons le choix de protéger en priorité les personnes qui sont les plus fragiles face au virus, vous l'avez dit vous-même, et donc ce sont ce qu'on appelle des cibles prioritaires. Le mot est assez vilain, le mot de cible, en tout cas les publics à protéger de façon prioritaire. Il y a des zones d'incertitude qui ne sont pas de nature politique, et qui sont de nature scientifique. Par exemple, est-ce que le vaccin AstraZeneca sera validé par les autorités européennes? S'il l'est, est-ce que c'est fin janvier? Est-ce que c'est fin février? Est-ce que c'est fin mars? S'il l'est, est-ce que ce sera destiné à un public âgé? Ou est-ce que c'est pour un public plutôt jeune? Je n'ai pas les réponses à ces questions. Imaginons que fin janvier, AstraZeneca soit validé pour les gens en dessous de 65 ans. Forcément, nous aurions alors deux circuits parallèles. Un circuit prioritaire avec les vaccins destinés aux personnes âgées qui leur seraient pleinement destinés toujours pour les protéger, mais en même temps, le démarrage d'une campagne de vaccination de personnes plus jeunes, moins à risque, avec un vaccin qui leur serait réservé du fait qu'il ne serait pas indiqué pour les publics les plus fragiles. Vous comprenez? Je n'ai pas la réponse à ces questions, puisqu'elles relèvent du verdict des autorités sanitaires européennes. Mais vous confirmez que si tous les vaccins que nous avons achetés sont validés en temps et en heure par les autorités sanitaires, nous aurions alors 9 millions de vaccins livrés à la fin du mois de février, 21 millions de vaccins livrés à la fin du mois de mars. Si nous avons 21 millions de vaccins, ça veut dire que nous aurons pu démarrer la vaccination d'une dizaine de millions de Français, voire pas très loin des 15 dont vous parlez, potentiellement, et initier la seconde dose du public qui avait commencé à être vacciné. Mais cela dépend, encore une fois, ni du ministre de la Santé, ni du président de la République, ni de la Commission européenne, mais de l'Agence du médicament européen, qui doit nous dire si oui ou non ces vaccins sont utilisables dans les délais que nous espérons les plus courts possibles. Voilà, j'espère avoir été clair. Cette stratégie elle est totalement liée à cela. Et la seconde question, l'objectif, c'est de vacciner un maximum de personnes. D'éliminer, évidemment, d'éliminer la circulation du virus, d'avoir cette forme d'immunité collective. Mais à nouveau, je mets quand même une réserve, parce que vous savez que je ne fais jamais de prédiction et que je ne vais jamais au-delà. Si je vous disais mes espérances, on pourrait les partager ensemble, mais mes espérances ne comptent pas. Je sais ce que je ne sais pas aussi à date, et je ne sais pas à date si ces vaccins ou d'autres préservent de la contamination ou s'ils préservent uniquement des formes graves. J'ai des raisons d'espérer, monsieur le sénateur, et je sais que vous êtes médecin et érudit, que vous regardez les études scientifiques, et donc vous savez, comme moi, que le Moderna, donc le Pfizer, il n'y a pas de raison qu'ils aient un mécanisme différent, commence à montrer des signes de réduction des contaminations, ce qui serait une formidable nouvelle. Ce serait alors l'occasion, l'opportunité pour l'homme de reprendre le contrôle sur un environnement devenu hostile. Olivier Henno. Oui, merci Monsieur le Ministre, merci Madame la Présidente. Vous avez répondu sur le volume des doses, donc je vais préciser ma question. La vitesse de livraison du volume des doses,
est-ce qu'elle dépend uniquement de la capacité de production des laboratoires ou est-ce qu'elle dépend aussi du prix des vaccins qui est extrêmement variable d'un vaccin à un autre? Sachant que c'est la Commission européenne qui a fait les commandes, vous nous l'avez indiqué. Je vous remercie. Je vais utiliser une expression populaire. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et lorsque les commandes ont été passées avant l'été dernier par la Commission européenne, c'était des commandes virtuelles auprès de laboratoires qui commençaient à avancer sur le chemin de la découverte d'un vaccin, sans que nous disposions des moyens de données, à l'aveugle. À l'aveugle. Certains pays ont fait le choix, d'ailleurs, de ne commander qu'un seul vaccin. Je vais vous citer un pays, non pas pour les pointer du doigt, et c'est tout à fait leur droit, mais on l'a souvent cité en exemple, la Corée. La Corée n'a acheté que de l'AstraZeneca. Ils n'ont pas acheté de Pfizer. Savez-vous combien de Coréens ont été vaccinés à ce jour? Aucun. La campagne vaccinale n'a pas commencé. Elle ne commencera pas avant la fin du mois prochain, très probablement. C'est leur choix, mais on a eu un atout en France. Détrompez-vous, il y a des cas qui augmentent en Corée et l'épidémie. C'est pas du tout pour pointer du doigt. Nous, on a eu une chance en France, c'est que nous ne sommes pas 1, mais 27. Et quand nous avons mis en place un consortium de 4 pays, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, et que nous avons commencé à contractualiser avec des laboratoires en leur disant « vous avez un vaccin qui pourrait nous intéresser, on voudrait vous en acheter, vous en commander ». La Commission européenne nous a dit « laissez-nous faire, on va prendre, entre guillemets, cet enjeu-là, on va précommander à l'échelle européenne, ça nous permet d'acheter par centaines de millions de doses et donc de fait de devenir prioritaire par rapport à d'autres États ». Je ne sais pas si c'est bien ou non. En tous les cas, ça garantit à l'Europe de disposer de plus de doses qu'elle n'a d'habitants et surtout d'avoir pu diversifier ses commandes auprès des principaux laboratoires disposant d'une AMM ou dont on espère qu'elle disposera d'une AMM. Donc le prix, si vous voulez, il a été le reflet de cette capacité, cette puissance à négocier des fortes doses. D'autres pays ont fait le choix de se lancer dans l'aventure avec un seul laboratoire, certains avec succès, on pourrait citer Israël. D'autres pays ont fait des choix de se lancer dans l'aventure avec un seul laboratoire et ne sont pas prêts de commencer leur vaccination. René-Paul Savary. Oui, merci. Oui, Monsieur le ministre, parce que les gens s'impatientent. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est, j'ai appris ce matin dans le journal local que la livraison au CHU de Reims allait être des vaccins Moderna, mais qui allait remplacer la livraison des vaccins Pfizer. Donc, je voulais savoir si c'était en complément ou pas. Et surtout, une question qui me préoccupe, chers confrères, c'est le passage à 6 semaines de la deuxième vaccination au lieu de 3 semaines. Sur quelle base scientifique vous fondez-vous pour avancer ce décalage? Première question, trouver une réponse simple. C'est en complément, monsieur le sénateur, et je voyais ça plutôt comme un geste fait à destination des communes, des villes, des territoires dans lesquels le virus circule beaucoup, des territoires notamment du Grand Est, mais aussi de Bourgogne-Franche-Comté et puis Nice. Nous avons décidé de déployer les 50 000 premières doses de vaccin Moderna, en plus des livraisons de Pfizer et pas au lieu de 50 000 vaccins. Si on avait fait un dispatching national, ça n'aurait pas eu de sens. Donc il fallait nous concentrer, nous concentrons nos forces là où le virus circule le plus pour protéger le plus vite possible les personnes fragiles dans ces territoires. Je pense que vous en serez satisfait après avoir entendu ma réponse. Sur la question de la deuxième injection, ça c'est une question qui est tout à fait intéressante. Vous savez que nous avons, dans les laboratoires, on dit la deuxième injection pour le vaccin Pfizer se fait entre 21 et 28 jours, donc on peut le faire à 4 semaines après la première injection. Mais l'Agence du médicament européenne, dans ses recommandations, a dit on peut aussi pousser jusqu'à 42 jours parce qu'on n'a pas de raison de penser que ce soit moins efficace. L'Agence nationale de sécurité du médicament, dont on dit souvent qu'elle est frileuse et très attentive, etc., et de fait, elle n'est pas frileuse mais très attentive, a dit, dans un certain nombre de situations, ce n'est pas gênant si on utilise la deuxième injection jusqu'à 42 jours, au lieu, donc c'est-à-dire 6 semaines, au lieu de 4 semaines. Certains pays l'ont déjà entériné de manière en routine. Je pense au Canada, par exemple. Je pense également au Danemark. L'Angleterre, elle a fait un choix de repousser la deuxième dose même beaucoup plus loin que cela, jusqu'à 12 semaines, je crois, de mémoire. Et donc, il y a une saisine de la Haute Autorité de Santé, qui doit nous dire si, de son côté, elle estime que cette pratique qui consisterait à différer de 4 à 6 semaines la deuxième injection est une pratique qu'il faut entériner en règle régulière, ou est-ce que c'est une pratique qui peut être proposée dans certaines situations. C'est là toute la différence. J'ai besoin de l'avis définitif de cette autorité. Sachez néanmoins que, s'agissant des EHPAD, nous avons fait le choix de conserver le rythme de livraison de la deuxième dose 3 semaines après la première. Ce n'est même pas 4 semaines, mais 3 semaines. Mais je redis, dans l'avis de l'Agence du médicament européenne, ils nous disent
que 3, 4 à 6 semaines après la première injection peut être réalisée la seconde. Sur les bases, monsieur le sénateur, des analyses, des datas scientifiques, des études qui ont été faites, des réactions et des effets enregistrés chez les patients qui ont reçu ce vaccin à 3, 4 ou 6 semaines. Si l'Agence du médicament européenne, si l'Agence nationale de sécurité du médicament française, si la Direction générale de la santé et si un certain nombre d'États ont déjà pris le parti de passer à 6 semaines, c'est que vraisemblablement l'analyse scientifique des données, je n'en ai pas la compétence comme ministre, a montré que c'était possible. Oui, enfin, mais ce n'est pas la règle que nous adoptons à ce stade. J'ai dit que c'était possible, mais ce n'est pas la pratique. Si, mais il y a déjà des cas où on a des cas de gens qui se sont fait vacciner, il y en a dans la salle d'ailleurs, et à qui on a dit vous revenez dans 6 semaines. C'est une possibilité, Madame la Présidente de commission, qui est conférée. Il y a une possibilité qui est conférée, je vous le redis, s'agissant des EHPAD par exemple, c'est 3 semaines après la première injection qu'aura lieu la seconde, et ensuite la pratique permet de passer de 4, 5 ou 6 semaines, et nous verrons ce que dira la Haute Autorité de Santé, à savoir est-ce qu'il nous dit passer systématiquement à 6 semaines, ou est-ce que c'est réservé à des situations sous la décision locale. Les gars qui on a donné rendez-vous en 6 semaines ne font pas partie d'EHPAD, mais ça a été dit, ça a été 6 semaines, donc voilà. Bon, écoutez, on verra à l'usage. Christiane Bonfanti-Dossat. Monsieur le ministre, parmi les critiques les plus fréquentes à l'encontre de la stratégie vaccinale, on relève la seule prise en compte des critères éthiques et sanitaires au détriment des aspects logistiques. D'ailleurs, Alain Fischer a déclaré il n'y a pas longtemps, et il a confié qu'il n'était pas du tout un spécialiste de ces questions, ni d'organisation, ni de transport, ni de livraison. Et mon département du Lot-et-Garonne n'échappe pas à ces difficultés identifiées à l'échelle nationale. Alors, vous m'avez rassuré tout à l'heure lorsque vous avez dit que les élus locaux seraient maintenant concernés. C'est une bonne nouvelle. Mais mon territoire, à l'image du reste de la France, reste insatisfait, désemparé devant l'impréparation qui caractérise la stratégie de vaccination des Français. Et nous avons à cet effet des réunions avec le préfet une fois par semaine, et celle que nous avons eue hier matin n'était pas très optimale. Le Lot-et-Garonne a la spécificité de faire face à une double difficulté. En l'état actuel des choses, les doses de vaccins demeurent insuffisantes, si bien que les congélateurs prêts à recevoir les injections restent majoritairement vides. Alors, en admettant que l'État remplisse pleinement son rôle et puisse approvisionner mon territoire rapidement, une difficulté plus structurelle se poserait alors. Qui va vacciner ? Le Lot-et-Garonne, comme beaucoup d'autres départements français, compte des déserts médicaux et plus généralement une tension élevée entre offre et demande. Les médecins généralistes sont déjà saturés par la demande des soins. Est-ce qu'ils auront assez de temps pour libérer, pour vacciner leurs patients ? Vous venez de dire, et j'en suis ravie, que les médecins généralistes retraités pourront aussi vacciner. C'était la demande faite par le Conseil de l'Ordre du Lot-et-Garonne. Mais avez-vous envisagé des solutions annexes pour fluidifier la vaccination dans les territoires ruraux ? Je vous assure, nous connaissons des difficultés majeures. Merci, monsieur le ministre. Merci, Madame Bonfanti. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, la ruralité fait tellement partie de nos priorités que j'ai fait un choix qui est un choix différent de celui de nos voisins, qui est de ne pas aller vers 50 vaccinodromes à l'échelle du pays, mais à des centaines de petits centres de vaccination à l'échelle des territoires. Avec, je le redis, à terme, 5 à 7 centres de vaccination par département. Je dis à terme, mais certains départements ont déjà dépassé allègrement le quota fixé à 6 centres ou 7 centres. Et j'ai eu l'occasion de dire aux préfets et aux directions générales d'ARS que plus il y a de centres, ce n'est pas parce qu'il y a plus de centres qu'il y aura plus de vaccins alloués au département. Et si vous me permettez, Madame la sénatrice, je reçois déjà des demandes d'élus qui me disent « je veux plus de vaccins pour mon territoire ». Je le dis tout net, Madame la sénatrice, la répartition des vaccins par territoire, elle est donnée de façon hebdomadaire, après concertation avec les équipes sanitaires, en fonction des besoins et en faisant une juste répartition à l'échelle de la nation des vaccins dont nous disposons à mesure que nous en disposons. Et ce n'est pas parce qu'un élu me dira « j'ai pas assez de vaccins dans mon congélateur, il m'en faut plus », qu'on va en enlever en département voisin pour lui en donner au sien. Vous le comprendrez, ce qui n'empêche pas mon téléphone de fumer, ou presque, certains jours, sous le coup des demandes des élus d'avoir un maximum de vaccins, ce qui est une démarche compréhensible. Et ce qui montre aussi que les élus sont très mobilisés, et je m'en félicite. Je n'étais pas dans le Lot-et-Garonne, Madame la sénatrice, mais j'étais à Tarbes samedi dernier avec le Premier ministre.
et j'y ai vu un maire, un président de département, une présidente de région mobilisés, mettant en place déjà des équipes, notamment l'équipe soignante des équipes départementales pour venir en aide aux EHPAD reculés. Des élus mobilisés qui ont développé des centres de vaccination avec des médecins libéraux, des infirmières, des médecins de ville. Les choses se déroulent bien avec l'engagement de chacun. Je crois vraiment que tout le monde a sa place et que nous ne fixons aucune limite dans la capacité des élus à agir pour fluidifier les choses et organiser ces centres de vaccination. Je crois profondément que c'est la clé du succès et je crois que ça va dans le sens d'ailleurs de ce que vous m'aviez demandé lors du débat parlementaire. Simplement pour vous préciser, 3 centres de vaccination. Oui, il faut en qu'on accélère. Lot-et-Garonne. Voilà. Madame la sénatrice, j'ai annoncé que l'objectif c'était qu'il y ait un centre par département la semaine dernière, 3 centres par département à la fin de cette semaine et jusqu'à 6 centres à la fin du mois par département. Nous sommes déjà à plus de 200 centres ouverts le mardi de la 2e semaine. Je n'ai pas peur de manquer de centres, j'ai plutôt la crainte qu'ils s'en développent un peu trop et que ça fasse autant de centres qui se répartissent des doses de vaccins qui, dans les premiers temps, ne permettront pas à chaque centre de tenir toute une semaine avant la prochaine livraison. C'est pourquoi j'attire votre attention. Président Milon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'ensemble de nos collègues, à juste raison, est intéressé par la protection de la population. Donc moi, je ne vous poserai pas de questions sur ce sujet, puisque toutes les questions sont déjà posées, ou quasiment toutes. Je vais vous poser une question sur la protection de l'environnement. C'est-à-dire, dans le cadre de la stratégie vaccinale, quelles sont les recommandations qui ont été mises en place quant à la collecte et au traitement des déchets consécutifs à la vaccination? Eh bien, figurez-vous, on nous reproche parfois, monsieur le sénateur, pas vous, mais ça arrive, d'envoyer des documents copieux aux uns et aux autres pour justement établir un certain nombre de règles et de bonnes pratiques. Et vous qu'il existe un document, un cahier des charges qui a été envoyé au préfet, aux ARS, et qui est, bien sûr, reproductible pour chaque centre de vaccination et qui comporte un chapitre dédié, je le cite, à la gestion des DASRI, c'est-à-dire des déchets d'origine médicale, avec une responsabilité conférée aux hôpitaux pivots, au centre de tout en matière de traitement des déchets. Donc on y a pensé, mais merci de votre question. Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Beaucoup de questions ont été posées. Donc moi, je vais revenir sur les questions de logistique, parce qu'effectivement, il semble que ce soit un problème épineux dans notre pays. Ça a été vrai pour les masques, pour les tests, et on le sent encore aujourd'hui au niveau de la vaccination. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, le fait que la logistique publique d'État ait été quand même démantelée, et pas par votre gouvernement, mais avant, qui vous conduit sans doute à faire appel à un cabinet de conseil de stratégie, un cabinet privé. Vous faites appel donc à ce cabinet McKinsey, c'est l'un des plus grands du monde, avec près de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et dont effectivement les services sont quand même facturés, il faut le dire, 130 000 € la semaine. Donc je voudrais savoir finalement sur quel budget cet argent va être pris, c'est-à-dire est-ce que ça va dépendre du budget du ministère de la Santé ou de l'Élysée directement, ou bien est-ce que ça va être pris sur le budget de la Sécurité sociale? Je crois que c'est très important que nous le sachions au niveau de la Commission des affaires sociales, et je vous en remercie par avance. Madame la sénatrice, le budget de financement est pris sur le budget de mon ministère, donc le budget du ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé, certainement pas sur le budget de la Sécurité sociale. Encore une fois, je revendique que nous soyons capables de nous épauler sur toutes les compétences où qu'elles existent. Il y a par exemple un général qui est en charge de la logistique au sein du ministère, il y a 2 lieutenants-colonels qui y travaillent, il y a plusieurs dizaines de logisticiens, certains sont venus d'ailleurs nous épauler bénévolement, d'autres ont été recrutés. Généralement, ça rassure quand je dis qu'il y a un général à la tête de la logistique, c'est pour ça que je vous vois réagir. Mais bien sûr, nous faisons appel à toutes les compétences où qu'elles existent, et heureusement, nous en avons beaucoup dans le secteur public. Je voudrais dire, pardon, mais j'en profite à chaque fois, mais je voudrais les remercier, ces personnes. Parce que derrière le mot technostructure, administration, derrière toutes ces personnes, en fait, ce sont des milliers de personnes qui se sentent parfois pointées du doigt, alors qu'elles consacrent absolument toute leur énergie, qu'elles travaillent au sein de mon ministère, en dehors du ministère, dans une agence régionale ou nationale, ou qu'elles travaillent dans le secteur privé, qu'elles soient venues nous épauler, ou qu'elles viennent des armées et autres. Ce sont des gens, je vous assure, si vous veniez les voir avec moi, ce sont des gens qui travaillent en
permanence et qui travaillent en réseau et qui travaillent bien. Le challenge est absolument immense. Le chantier de la logistique dans notre pays est immense. Je ne dis pas que nous avons toutes les compétences et que les choses coulent de source, effectivement. Et je ne suis pas sûr que la France soit le pays le plus équipé à la base en termes logistiques, mais je vous dis qu'on a des ressources absolument, absolument admirables. Et ce sont des gens qui parfois se sentent incriminés quand il y a des critiques, bien davantage d'ailleurs que le politique lui-même, et qui ont besoin qu'on les soutienne. Donc je dis à mes équipes que je les remercie et que je les soutiens. Bernard Bonne. Oui, Monsieur le ministre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, moi, je voudrais poser la question des fameux 30%. Je crois qu'il faut absolument aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit dans le calendrier vaccinal, qu'il faut optimiser au maximum les doses qui sont données aux différentes personnes. Or, les médias, comme le gouvernement du reste, parlent des 30% qui risquent d'être perdus dans le cadre de la vaccination. Est-ce qu'il ne serait pas possible, dans tous les centres qui seront nombreux de vaccination, de permettre, lorsque l'utilisation n'est pas totale des flacons, soit parce qu'il y en a trop, soit parce que les doses ne sont pas toutes utilisées, de permettre à des personnes de venir, même sans critères d'âge ou d'autres choses, pour se faire vacciner, profiter des vaccins avant qu'ils ne soient perdus. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question. Ce n'est pas la première fois que je l'entends, mais ce type de question me fait penser qu'on pourrait considérer qu'a priori, nous manquerions de bon sens, voire que nous pourrions manquer de bon sens, et que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers pourraient manquer de bon sens. Il n'y a pas besoin de consignes écrites, ou de mots d'ordre pour que quelqu'un ne jette pas un flacon dans lequel il resterait 1 ou 2 doses à la fin de la journée de vaccination et qu'il vaccine les personnes qui se trouvent autour. Nous les avons malgré tout écrites, ces consignes, monsieur le sénateur, dans un guide devenu célèbre, pour bien rappeler, notamment dans les EHPAD, que s'il n'y a plus de candidats à la vaccination qui répondent aux critères, eh bien, tout candidat disponible sur place doit évidemment se faire proposer le vaccin. Nous ne voulons pas en jeter. Le taux de 30%, qui est un taux théorique de perte lié au transport, à l'usage, etc., nous en sommes aujourd'hui très loin. Je touche du bois, il nous reste de longues semaines, mais nous sommes à ce stade très très loin de ce taux de perte, ce qui est une excellente nouvelle, puisque nous sommes à quelques unités de taux de perte, ce qui semble effectivement très peu aujourd'hui, signe que, 1, tout le monde progresse, et 2, tout le monde fait très attention à ce vaccin qui est un bien précieux. Le problème, c'est que la population soit avertie justement de la possibilité de se faire vacciner dans ce cas-là. Vous savez, on parle de 1 ou 2 doses qui resteraient dans un flacon ouvert. On ne fait pas un appel à la population. Enfin, je me vois mal faire un appel à la population en leur disant rôdez autour d'un EHPAD à 15 heures si jamais il reste 1 ou 2 doses. Vous avez des soignants qui sont âgés de moins de 50 ans. Vous avez de la famille qui peut être présente. Vous avez l'animateur local de l'EHPAD. Enfin, je vous assure qu'ils trouvent. Je n'ai aucune remontée de soignants me disant on a fini notre journée de boulot, on va jeter du vaccin parce qu'on n'a trouvé personne. Donc voilà, ça se fait, c'est en marge, c'est une toute petite fraction de la vaccination, mais évidemment nous ne voulons pas jeter de doses de vaccin. Madame Poncet-Monge. Rouge, j'y suis. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je veux rappeler effectivement le soutien à la stratégie vaccinale qui peut-être aussi est un facteur de lenteur de la montée en charge. On vaccine d'abord les milliers d'EHPAD sur le territoire. Dire qu'effectivement, on a vu l'accélération des publics prioritaires, notamment des aides à domicile, qui a été très saluée. Il reste cependant les bénévoles, il me semble, des établissements médico-sociaux qui ne sont pas encore cités dans les populations cibles. Le demandent effectivement les acteurs associatifs qui agissent auprès de ces publics. Ma question porte sur l'accès au vaccin. L'accès au vaccin qui est un marché régulé par l'Union européenne, vous en avez parlé. La France reçoit donc son quota générationnel sur les vaccins que nous avons précommandés, que l'Europe a précommandés. Dans le cadre des informations régionales, la semaine dernière, données auprès des élus, il a été mentionné que certains pays européens, en retard logistique, peut-être plus que nous, ont libéré des quantités résiduelles. Ces quantités, je voudrais savoir, sont-elles régulées, elles aussi, par l'Europe, selon les mêmes critères générationnels? Et si ce n'est pas le cas, le Parlement, mais aussi le public, doit avoir accès aux contrats d'achat direct français, si c'est le cas, à leurs conditions et prix,
Vous engagez-vous, Monsieur le ministre, à la transparence sur ces contrats, comme le demande par ailleurs l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par la mise en place notamment, c'est une proposition, d'un registre public des contrats signés, fût-ce un contrôle a posteriori. Voilà, vous l'avez compris, Monsieur le ministre, ces questions portent sur la transparence et c'est un facteur de confiance des élus et de la population dont dépend le succès de notre stratégie vaccinale. Madame la sénatrice, lorsque la Commission européenne, et ça lui arrive de le faire, et c'est tant mieux, doit passer de nouveaux contrats avec des laboratoires pour lesquels elle avait déjà précommandé des doses, la règle qui s'applique est la même. C'est-à-dire que chaque pays se voit proposer la possibilité de commander des vaccins au prorata de sa population au sein de l'Europe. C'est une règle d'équité. Si jamais des pays, un ou plusieurs pays, refusent d'acquérir les doses qui leur correspondent, alors ces doses peuvent être mises à nouveau à répartition pour les pays qui le souhaiteraient et qui voudraient l'acheter. La France est extrêmement attentive, je peux vous le dire, la France est extrêmement attentive à ce que chaque pays se voit respecter et respecte lui-même cette règle tacite, importante, d'équité au sein de l'Union européenne. Excusez-moi, mais Laurent Burgoa. Oui, enfin, s'il y a des contrats d'achat direct de ces quantités résiduelles, est-ce que les contrats seront rendus publics Il n'y a pas de contrat d'achat direct au sein de l'Union européenne. Les règles sont très claires. Ce sont uniquement des marchés passés par la Commission européenne. Et c'est la Commission européenne elle-même qui assure le dispatching au sein des pays de l'Union européenne. Donc tout est transparent et voté par les parlementaires européens en termes de règles de fonctionnement. Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vais être direct comme on sait l'être dans le Gard. En matière de stratégie vaccinale, qui décide, Monsieur le ministre? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est l'administration, voire la bureaucratie? Ou est-ce que c'est 35 citoyens qui sont tirés au sort? La politique vaccinale est conduite par le ministère de la Santé, sous la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République. La stratégie d'acquisition des vaccins est conduite conjointement par Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État en charge de l'industrie, et par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Clément Beaune. Nous inspirons et nous suivons les recommandations des autorités scientifiques indépendantes, en toute transparence. Nous avons un comité vaccinal. Moi, je pense que nous sommes bien outillés avec ces instances qui fonctionnent bien pour mener et conduire une politique de stratégie. Néanmoins, il avait été question, et d'ailleurs ça avait été une demande, je crois, qui avait été relayée ici au Sénat, monsieur le sénateur, qu'il y ait de la citoyenneté, de l'intégration citoyenne, de la démocratie sanitaire. Et le Conseil économique, social et environnemental s'était saisi de cette question-là et avait proposé qu'un tirage au sort de citoyens soit réalisé qui permette de suivre la politique vaccinale qui est menée. À ce stade, je ne connais pas les 30 ou 35 personnes tirées au sort. Je ne sais pas s'ils ont été tirés au sort, mais je vous redis comment la conduite de la politique vaccinale est réalisée dans notre pays. Et j'ai l'honneur et la chance et le privilège de venir rendre compte de cette action à échelon régulier devant les parlements. C'est ma 4e ou 5e intervention aujourd'hui devant le Parlement ou devant des commissions ou devant des réunions d'élus. Je pense que c'est important et en termes de transparence, je crois que nous avons rempli les critères. Véronique Guillotin. Merci Madame la Présidente. J'ai deux questions. La première concerne la définition des publics prioritaires. Donc j'ai bien compris la hiérarchie des patients les plus âgés, les plus fragiles en EHPAD, hors EHPAD et les tranches d'âge. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, puisque je pense qu'on a quand même aujourd'hui un nombre de vaccins suffisant, me semble-t-il, d'intégrer, mais assez rapidement, les publics les plus jeunes, mais en fait des publics très fragilisés. Je pense notamment aux patients éventuellement immunodéprimés, patients greffés, enfin voilà, ce type de patients-là. Est-ce qu'ils ne pourraient pas réintégrer cette liste des patients prioritaires ? Et la deuxième question, c'est plutôt sur les variants du virus qui préoccupent tout le monde aujourd'hui. Pas seulement parce que le variant anglais semble plus contagieux, mais aussi parce que nous ne pouvons pas exclure à moyen ou long terme la survenue d'un virus dont la mutation rendrait moins efficace, voire pas efficace, la vaccination. Donc déjà, ça demande à une accélération vaccinale pour éviter ce problème-là. Et maintenant que nous connaissons cette capacité de mutation du virus, j'aimerais savoir si si notre pays va se lancer et va accélérer le séquençage afin de les dépister et dans le cas d'un dépistage, le cas échéant, quelle va être la politique vaccinale derrière ? Si je peux me permettre, Madame la sénatrice, deux très importantes questions que vous soulignez. La première, c'est l'intégration parmi les publics prioritaires d'une certaine
partie de la population, celles et ceux qui entre nous n'ont pas 75 ans, mais qui souffrent de maladies qui les exposent à des risques de forme grave. C'est le professeur Alain Fischer qui est chargé de rédiger cette liste de maladies, de comorbidités comme on les appelle, particulièrement exposantes pour risque de forme grave, et que nous intégrerons et que nous ajouterons aux personnes de 75 ans et plus qui pourront bénéficier de la vaccination à partir de lundi prochain. Plusieurs centaines de milliers de Français. C'est une liste qui n'a pas l'exhaustivité que certains lui souhaiteraient, mais qui est une liste qui se fixe comme critère la rigueur scientifique quant à l'exposition des formes graves. On peut imaginer qu'on y trouvera des patients souffrant d'hémopathie maligne ou de cancer en cours de traitement, par exemple. Vous avez posé la question des greffes d'organes, des greffés d'organes, qui sont évidemment au cœur des préoccupations sanitaires. Deuxième question, sur le séquençage. Oui, sur le séquençage, la France se développe sous l'égide de Frédérique Vidal, ministre en charge de la recherche et de l'innovation, des plateformes unifiées de séquençage génomique en lien avec les CNR, l'Institut Pasteur, les IHU, les laboratoires publics et privés, de manière à augmenter nos capacités de séquençage génétique pour faire face à la survenue de variants. J'étais hier avec le professeur Lina, hier soir assez tard, professeur Bruno Lina, qui est un éminent virologue et qui a mené sur les journées de jeudi et vendredi dernier le travail qui consiste à colliger des milliers de tests PCR réalisés ces 2 jours-là en France et de les faire passer sur ce qu'on appelle une plateforme Thermo Fisher qui permet de suspecter la présence d'un variant anglais et ensuite de procéder à un séquençage génétique en bonne et due forme des cas suspects. Et il me disait hier qu'il trouve à peu près 1% de variants d'origine anglaise parmi les PCR positives en France, avec une disparité territoriale, une dispersion territoriale qui fait qu'il n'y a pas de région qui concentrerait de nombreux cas. C'est très intéressant, très utile. Ça permet de surveiller s'il y a une croissance de ce variant et de vérifier s'il devait apparaître des clusters. Donc c'est une opération qui sera renouvelée très régulièrement, c'est-à-dire tous les 7 à 10 jours environ. Chantal de Seyne, ensuite ce sera Victoire Jasmin. Mais Chantal de Seyne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez répondu sur le calendrier vaccinal. Je voudrais vous faire préciser votre réponse sur le taux de protection du vaccin et sur une deuxième injection à 6 semaines. Quel est donc le taux de protection à 6 semaines? Les scientifiques ne semblent pas tous d'accord sur la question. Certains affirment que la protection monte en puissance dans les 3 premières semaines pour atteindre un palier et éventuellement redescendre après. Et donc, une deuxième injection à 6 semaines ne permettrait pas d'obtenir une immunité suffisante. Madame la sénatrice, je me suis fait l'écho encore une fois de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament en charge des autorisations de mise sur le marché des médicaments et qui nous dit que si la deuxième dose du vaccin Pfizer devait être différée à 6 semaines, cela n'emporterait pas de conséquences. J'ai dit tout à l'heure une erreur, pardonnez-moi. J'ai dit que j'avais saisi la Haute Autorité de Santé de la question. En réalité, la Haute Autorité de Santé se saisit elle-même de cette question à travers ce qu'on appelle la CTV, qui est la commission technique de la vaccination. On a beaucoup d'autorités sanitaires et scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, nous verrons si elle affine et précise les choses. Et j'ai parlé aussi de l'avis de l'EMA qui va dans ce sens. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire que celui-ci, sauf à dire que j'ai décidé que la deuxième injection pour les personnes âgées en EHPAD se ferait à 3 semaines et que j'ai ouvert la possibilité que la deuxième injection pour des personnes, par exemple, telles que les soignants de 50 ans et plus, puisse se faire entre 4 et jusqu'à 6 semaines si c'était choisi, si c'était le choix local. Ils sont habilités à le faire. L'AMM encadre les règles de prescription par les médecins. Donc on ne va pas surencadrer les règles de prescription par rapport à ce que proposent les agences sanitaires. Si demain, et je pense que j'aurai bientôt des recommandations affinées, précisées par la Haute Autorité de Santé, alors je reviendrai vers vous et je vous dirai, voilà, voyez ce que nous dit aujourd'hui la Haute Autorité de Santé, sur quel fondement, et voilà quelles conclusions en tirer. Très bien. Victoire Jasmin, en visio. Courte question. Bonjour à tous. Très bonne année à tous et bonne année, Monsieur le Ministre. Eh bien, je vous parle depuis la Guadeloupe. Je voudrais seulement savoir, Monsieur le Ministre, les éventuelles clauses de non-recours, est-ce qu'elles existent? Est-ce que les différentes firmes qui ont reçu les autorisations de mise sur le marché ont bénéficié de ces clauses-là? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les précisions et informations nécessaires? Je vous remercie. Pardonnez-moi, excusez-moi, avec le son, sur les clauses, j'ai entendu clauses de non-recours.
excusez-moi. C'est moi qui m'excuse, excusez-moi. De non-recours, au cas où il y en aurait, parce que bon, j'ai entendu dire qu'il y en aurait ou qu'il y en avait. Alors, je voudrais avoir des précisions et des informations concernant ces clauses, particulièrement avec les firmes qui ont déjà reçu les autorisations de mise sur le marché de leurs vaccins. Oui, non-recours contre le laboratoire. Ah oui, d'accord. Non, il n'y a pas des clauses de limitation de responsabilité. Des événements indésirables, ou en tout cas pour les usagers, eh bien, est-ce qu'il y aura ces clauses? Parce qu'il y a évidemment des articles qui parlent de ces clauses. D'accord, pardon. Donc, je vous ai compris. Donc, il n'y a pas de clause de non-responsabilité qui protégerait les laboratoires. On est dans le droit commun, à savoir que si un laboratoire commercialise un produit qui souffre d'un défaut de fabrication ou de biais, etc., le laboratoire en est entièrement responsable. En revanche, si quelqu'un doit présenter un effet indésirable grave avec des séquelles, des conséquences ou tout autre problème justifiant qu'il y ait un accompagnement médical, voire une prise en charge, voire des indemnisations, et qu'il n'y a pas de faute du laboratoire dans le sens où ce n'est pas la nature du produit, mais plutôt la réaction, ce qu'on appelle un aléa thérapeutique qui peut intervenir, c'est la solidarité nationale via l'ONIAM, qui est une caisse qui existe d'ailleurs comme pour tous les médicaments, tous les vaccins et toute intervention médicale ou chirurgicale, qui prend en charge et qui dédommage et indemnise les patients. L'ONIAM pouvant se retourner d'ailleurs, dans de très rares cas, contre le professionnel de santé qui a effectué l'acte, par exemple, s'il y a une faute manifeste, non pas une erreur, mais une faute manifeste, comme par exemple quelqu'un qui, je ne sais pas moi, injecterait 5 flacons au lieu d'une dose. Dans ce cas-là, c'est évidemment pas la solidarité nationale, il y a une faute manifeste caractérisée, mais sinon, notre système est protecteur pour les soignants et il ne l'est pas pour les laboratoires. Martin Lévrier, on va condenser vraiment deux questions encore. Je suis désolée, mais le temps passe très vite. Martin Lévrier. À tout le monde, en particulier à vous, Monsieur le Ministre, et à travers vous, à tous les personnels soignants de France et tous les administratifs qui, effectivement, sont souvent pris pour des boucs émissaires, ce qui ne résout pas les problèmes. Deux questions. La première, je suis désolé, elle vient de Richard Young, le sénateur des Français de l'étranger, qui s'interroge sur les orientations qui pourraient être définies pour la vaccination des Français établis hors de France. Est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce qu'il y a déjà un travail sur ce sujet-là ou pas? Et je rebondis sur cette question pour poser la même question pour les étrangers établis en France. Est-ce qu'ils vont entrer dans les procédures françaises ou d'autres procédures? Et enfin, dernière question, j'ai vu que des plateformes de prise de rendez-vous médicales type Doctolib, Maïla ou d'autres ont été sélectionnées par l'État pour la phase grand public. Est-ce que trop d'informations ou trop de possibilités ne risquent pas de tuer les possibilités et comment cela va être organisé? Merci beaucoup. Merci, monsieur le sénateur. Alors, il y a 3 prestataires, effectivement, privés. Keldoc, Maya et Doctolib. Doctolib, par exemple, c'est celui qui gère les carnets de commandes, les carnets de rendez-vous pour l'Allemagne, hein, notamment à Berlin. Donc, et c'est un acteur français. Donc, on l'a mis dans le panel des acteurs. Mais il n'est pas tout seul, ils sont 3. Et il y a un système national uniforme pour les usagers, ne verront pas la différence puisque ça passe par un site qui est le site santé.fr qui n'est pas encore actif pour prendre rendez-vous mais qui le sera d'ici à jeudi. Pour les Français de l'étranger, c'est comme pour toute prise en charge, ils peuvent se faire vacciner localement. S'il y a des conventions entre la France et les États dans lesquels ils résident, alors il peut y avoir une prise en charge des frais. Et sinon, ils peuvent se faire vacciner en France s'ils rentrent dans les mêmes conditions que n'importe quel Français vivant en France. Je crois qu'il y avait une 3e question, monsieur le sénateur, mais je l'ai peut-être... manger. Les étrangers en France. Les étrangers en France, même dispositif. Si un étranger réside en France, eh bien, s'il a une sécurité sociale ou une convention de sécurité sociale, il est pris en charge. Et en définitive, un étranger peut se faire vacciner sur le sol français s'il répond aux critères d'ouverture des fichiers donnant droit à des soins au titre de n'importe quel soin. Madame Ferré, question rapide. Elle est où, Madame Ferré? Oui, très vite parce que ça va être la dernière question. Tout à fait. Monsieur le ministre, je voulais revenir rapidement sur le rôle et la place des élus locaux dans l'organisation et le déploiement de cette campagne de vaccination. Pouvez-vous nous dire comment vous les avez associés et ou consultés pour cette organisation? Ils sont très demandeurs, vous l'avez dit, ils sont prêts à s'investir comme ils l'ont fait depuis le début de l'épidémie. Et vous savez, comme nous, qu'ils connaissent parfaitement leur territoire et leur population, comment peuvent-ils donc faire connaître aussi leurs besoins, et en particulier, je pense, dans mon département du Calvados, où un certain nombre déjà de centres de vaccination ont été mis en place, mais il y a, entre guillemets, comme on dit familièrement,
un trou dans la raquette, car une commune de plus de 8000 habitants ne se voit pas mis en place ce centre de vaccination et obligerait donc les populations à faire 40 voire plus kilomètres pour pouvoir se faire vacciner. Tout cela participe de la proximité et du lien essentiel et du rôle extrêmement important des élus locaux. Je vous remercie. Madame la sénatrice, comme j'en discute avec les élus locaux régulièrement, j'ai fait plusieurs déplacements, je vais voir au moins 3 centres de vaccination, rencontrer 3 élus distincts locaux dans les 48 prochaines heures. Encore une fois, on ne peut pas avoir un centre de vaccination partout. On veut 5 ou 6 centres de vaccination par département, ce qui assure comme un bon maillage. Si les élus souhaitent organiser des transports collectifs ou individuels vers des centres, ils peuvent le faire. Si les élus souhaitent mobiliser les personnes âgées isolées chez elles, dont ils savent qu'elles sont isolées et chez elles, ils peuvent tout à fait le faire. Si les élus disposent de personnel de mairie à mettre à disposition des centres, ils peuvent le faire et d'ailleurs ils le font. Si les élus souhaitent participer à promouvoir la vaccination auprès de la population de leur commune, ils peuvent le faire, ils sont même invités et incités à le faire. Si les élus souhaitent identifier des soignants ou toute ressource permettant d'enrichir la campagne vaccinale et d'y participer activement, ils peuvent le faire. Les élus locaux participent aux cellules départementales de coordination de mise en place de la vaccination en lien avec les préfets, les ARS. Les élus locaux ont un rôle fondamental, important, et pour l'instant, partout où je suis allé, ils le prenaient à bras-le-corps. Partout dans chaque centre où je suis allé, il y avait un maire qui était présent, des élus, ses adjoints qui participent, qui organisent, qui font la promotion du centre. Je crois que c'est, encore une fois, de ce fourmillement collectif au-delà de toutes les étiquettes. C'est pour ça que je souhaite vraiment que sur cette campagne vaccinale, au-delà des critiques qui peuvent être tout à fait légitimes ou des encouragements, quelle que soit leur forme, à faire plus vite, mieux ou différemment, je crois qu'il faut qu'on soit soudés comme jamais dans ce pays. Il faut qu'on soit soudés comme jamais. Nous avons un enjeu de la confiance majeur qui est devant nous. Nous ne pouvons pas être un pays dans lequel le taux d'adhésion à la vaccination serait plus faible qu'ailleurs. Et je n'y crois pas une seconde. Parce que si les Français sont critiques, si les Français s'interrogent, si les Français réfléchissent avant d'agir, en définitive, les Français font le bon choix. Eh bien, nous devons leur donner confiance, les accompagner vers ce bon choix et mettre en place, chacun à notre place, chacun avec nos compétences, nos rôles, nos responsabilités, nos atouts, ce qui doit procéder d'une grande campagne de vaccination pour notre pays. Je vous remercie. Voilà, nous avions ce temps très contraint, c'est compliqué, nous étions nombreux. Il y a encore beaucoup de collègues qui souhaitaient poser des questions. Oui, on aurait aimé poser des questions, oui, effectivement. Monsieur Iacovelli, je suis d'accord, mais enfin, monsieur le ministre... Non, mais Madame la Présidente, si vous aviez respecté l'ordre du dépôt des questions, j'aurais pu peut-être poser une question, effectivement. Non, c'est pas vrai. Écoutez, c'est pas vrai, parce que j'ai essayé justement de faire tourner dans l'ordre, et ce n'est pas moi qui ai fixé 1 heure d'audition, donc vous vous arrangez avec monsieur le ministre, puisque vous êtes sénateur de la République En Marche. Madame Voilà. Madame la Présidente, si vous me permettez, je vais aller à la rencontre des directions, des pharmaciens, des médecins, des sans-hôpitaux pivots, ainsi que de tous les directeurs généraux d'ARS. Il y aura également, je le crois, des préfets, pour continuer de travailler avec eux comme je le fais toutes les semaines. Néanmoins, je reste à disposition du Parlement et en particulier du Sénat. Je serai, je crois, demain pour la séance de questions au gouvernement s'il y avait des questions complémentaires. Et si vous souhaitez nous adresser des questions, il y a ma collaboratrice, ma conseillère en charge des affaires parlementaires que chacun connaît ici, qui me transmettra vos questions ou à mon équipe, et je m'y fais fort d'y répondre dans les 48 heures. Voilà, donc ce que je vous propose, pour ceux qui n'ont pas posé de questions, c'est de me les adresser, celles que vous souhaitiez poser. Moi, j'avais aussi beaucoup de questions qui ont été données. J'ai essayé de faire parler, en effet, ne respectant pas forcément l'ordre, mais pour que tous les groupes s'expriment. Je suis vraiment désolée, mais c'est un temps très contraint. Merci, monsieur le ministre, pour des réponses précises à des questions précises. Sachez que nous ne sommes pas dans la polémique. Nous souhaitons que la stratégie réussisse et que le plus grand nombre de Français qui souhaitent être vaccinés le soient. Voilà.